Que ferais-tu pour atteindre tes objectifs de 10 ans en 6 mois si on t'ait placé une arme sur la tête? Je vais vendre la maison de ma mère. Les gens n'ont pas de plan, c'est pourquoi ils savent pas comment il faut entamer une nouvelle année. Ça veut dire si tu n'as pas un plan maintenant, tu ne sais pas comment avancer, déjà pour toi dans 2026 c'est fiché. Mais aussi 2026 ne commence pas en 2026. Je ne connais personne qui a des nouveaux objectifs chaque année. Normalement, c'est une continuité des choses qu'on n'a pas faites peut-être l'année passée, qu'on va commencer aujourd'hui. Et le retard qui nous cause souvent, c'est le fait d'avoir des nouveaux objectifs quand il y a une nouvelle année. Pourtant, on peut avoir des nouveaux objectifs avant d'entamer une nouvelle année. Vous serez nombreux à regarder ces épisodes car ce contenu est fait pour vous. Il inspire, informe et transforme. Ne fais pas partie des 25% qui regardent sans s'abonner. Ton abonnement nous permet de continuer à t'offrir des invités de qualité et des contenus remarquables. Merci. Commençons l'épisode. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et je sais que tu es quelqu'un de très positif. Très, très positif, comme tu l'as dit. Mais je voudrais d'abord, premièrement, savoir, et par nos auditeurs, qui est-il réellement? Ok. Je dois tout dire ici? Oui, Sur tu moi? peux tout dire, oui, sur toi. Et si les gens viennent me cambrioler? Non, on C'est va sûr. pas te cambrioler. Bon, je m'appelle Titi Ngoy, 32 ans d'âge. Professionnellement, je suis directeur des appros à une entreprise de transport, Shaba Wheels. Je suis président et cofondateur d'une ONG, Un geste pour l'humanité. Et voilà quoi. Et je suis le mari d'une femme très intelligente et le père de quelques enfants qui sont aussi intelligents. Wow. Voilà. Ok, ça c'est une information que je ne savais pas, mais je suis quand même informé. Non, en fait, j'essaie juste de faire ce que la Bible dit, une démonstration de ce qu'on ne voit pas et voilà. Je vois. Normalement, c'est pas vrai. Oui. J'ai dit ça parce que j'essaye de pratiquer la foi en Non, affirmant des mais choses. après, j'avais compris. J'ai compris après. En affirmant des choses. Alors, j'avais quelques questions pour toi. Ok. Quand tu entends ce titre, si tu ne règles pas ça maintenant, 2026 est déjà fichu. À quoi penses-tu en premier dans la vie actuelle d'un adulte aujourd'hui? Si tu ne règles pas 2026 maintenant, Exactement. tout sera fiché. Oui. Je pense à la procrastination. Ok. Je pense au fait de faire les choses maintenant et ne pas essayer de le remettre demain. Tu vois, je vais m'expliquer parce que la procrastination, c'est quand même général. Je vais m'expliquer. Ce qui manque dans nos communautés, selon moi, c'est pas une vérité générale, c'est le manque de plan. Le manque de plan. De plan. De plan. Plan, Ok. plan. Les gens n'ont pas de plan, c'est pourquoi ils savent pas comment il faut entamer une nouvelle année. Ok. Il y a un monsieur que je lisais, il s'appelle John Moore, qui dit « Quand l'opportunité se présente, la préparation n'a plus d'importance. » Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Dans le terme général, les gens disent quand l'opportunité rencontre la préparation, c'est là où les choses se passent. Mais quand j'entends les titres que tu me donnes, si tu les fais pas maintenant, ça veut dire 2026 c'est fichu. Ça veut dire si tu n'as pas un plan maintenant, tu ne sais pas comment avancer. Déjà pour toi, 2026 c'est fiché. Pour rattraper cela, il faut que tu te mettes vraiment à niveau et que tu as un plan pour voir comment entamer 2026 et le gagner. Mais aussi, 2026 ne commence pas en 2026. Ouais. Ok. Tu vois, 2026 doit commencer en 2025. Ok. Fin 2025 ou en 2025? Même en 2025 parce que je ne connais personne qui a des nouveaux objectifs chaque année. Normalement, c'est une continuité des choses qu'on n'a pas faites peut-être l'année passée, qu'on va commencer aujourd'hui. Tu remarqueras avec moi que quand je me mets là, par exemple, on est nouvelle année 2026 Oui. en janvier, je me dis je vais faire ça. Sur la liste des choses que je vais mettre, il y a sûrement la continuité des choses que je n'ai pas pu faire l'année passée. Donc, le plus grand problème n'est pas aujourd'hui d'avoir des nouveaux objectifs, mais c'est de savoir, ok, ça va, qu'est-ce que je veux faire cette année que je n'ai pas pu faire l'année passée? Et
Voilà, même 2027, c'est préparé en 2026, 2028, c'est préparé en 2027. Et le retard qui nous cause souvent, c'est le fait d'avoir des nouveaux objectifs quand il y a une nouvelle année. Pourtant, on peut avoir des nouveaux objectifs avant d'entamer une nouvelle année. Ça, Donc, c'est ma façon de si je voir les saisis choses. bien ta façon de voir les choses, c'est que c'est mieux de prévoir un plan sur une période, disons, de 5 ans Ben, ou 10 ans. 10 ans, c'est mieux. 10 ans, c'est mieux. Pourquoi 10? J'ai eu un plan de 10 ans pour moi-même OK. quand j'avais 20 ans. J'ai eu un plan où je me suis dit, OK, j'ai 10 ans devant moi. Toutes les choses que je vais faire, c'est en fonction de quand j'aurai 30 ans. OK. Les décisions que je vais prendre maintenant, les choses que je vais me priver, c'est pourquoi je me suis privé de beaucoup de choses. J'ai fait pas beaucoup de choses. J'ai arrêté de faire beaucoup de choses, justement pour 30 ans. Et je l'ai fait à 20 ans. Ah, OK. Je vais revenir sur une très bonne question OK. par rapport à atteindre ses objectifs. Mais après, avec le monde actuel, si on voit bien tous ces gens qui réussissent actuellement, ce sont des gens qui ont décidé de faire une seule chose. Et la chose est de ne pas être normal, mais être absurde, de faire les choses différemment. Alors, si maintenant là, présentement là, que ferais-tu pour atteindre tes objectifs des 10 ans en 6 mois si on t'ait placé une arme sur la tête? Si je peux placer une arme sur la tête, qu'est-ce que je ferais dans Ouais. 6 mois pour atteindre les objectifs des 10 ans? Exact. Je vais vendre la maison de ma mère. Comment ça? Parce que, Est-ce que vendre la maison de ta mère va obtenir tes objectifs des 10 ans? ouais, OK, c'est une garantie. c'est une garantie. Oui, c'est une garantie qu'on a eu avec mes frères, qu'on a mis comme une garantie. Au cas où les choses tournent mal, on a un plan de secours. Ça, c'est notre plan de secours. OK. Et ça t'a fait quoi de prendre ces risques? Comme ça, si tu ne prends pas des risques, tu ne réussis pas. Oui. Si je prends, ça va me rendre heureux de prendre ces risques. OK. Parce que on a déjà pensé aux conséquences de Mhm. cet acte. On a eu le temps de se mettre, on a pensé aux conséquences de cet acte et on s'est dit dans tous les cas, nous sommes gagnants. Ah, OK. Donc, il y a déjà un plan B. Il y a un plan B dans tout. Je déteste, j'aime pas voir le plan B. Pourquoi? Quand tu as un plan B, tu ne te donnes pas à 100%. Mhm. Je dis toujours, je dirais avec anecdote que j'ai lu quelque part, c'est comment il faut brûler le bateau. C'est dans un livre. Il y avait des guerriers qui étaient en train de partir faire la guerre. Oui. De l'autre côté, dans un bateau. Ils sont dans un bateau, ils traversent. Quand ils arrivent de l'autre côté pour combattre les autres, leur chef brûle les bateaux. Et il leur dit, nous sommes venus ici pour nous battre. C'est soit on gagne, on prend cette terre, soit on meurt ici. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de plan B. Il y a que des plans A et suivre ce plan A jusqu'à la fin. Mais quand tu m'as dit, on m'a mis l'arme à la tête, là, c'est l'instinct de survie qui ressort, donc on recourt au plan B. On recourt au plan B direct. Ouais. OK. Alors, selon toi, quelle est la chose principale que les gens négligent aujourd'hui qui peut compromettre à l'avenir? Je pense que c'est l'essence de sacrifice. Mhm. L'essence de sacrifice, dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. Je m'explique. L'une des choses qui bloque beaucoup de gens, selon moi, en tout cas c'est peut-être une vérité, je dis toujours selon moi, Oui. c'est parce que les gens ne se comportent pas en fonction de leur futur. Mhm. Tu vois, les gens voient au bout de leur nez, ils voient aujourd'hui qui ils sont, ils ne voient pas qui ils sont. Si tu regardes dans la tradition anglaise, par exemple, pour les enfants, comment on apprend comment on élève les enfants dans la tradition anglaise qui doivent être des rois, par exemple. Mhm. Depuis qu'il est enfant, on apprend comment il faut parler, comment il faut s'asseoir, comment il faut se tenir à la table, comment il faut manger, comment s'habiller, et toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que ce soit leurs parents, que ce soit leur modèle ou leur mentor, sont en train de de les préparer pour devenir quelqu'un. Et même les enfants savent que un jour, je deviendrai roi. Donc, pour devenir roi, je ne deviens pas roi quand je deviens roi. Je deviens roi avant même de devenir roi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que
le problème qui rattrape beaucoup de gens dans le futur, c'est qu'ils ont jamais eu le temps de se dire que je deviendrai tel, de se fixer. Par exemple, Rémi, tu te dis, je deviendrai un grand journaliste, par exemple, comme tu fais truc, comme Alain Foka, par exemple, et tout ça. Quand tu sais que tu deviendras un grand homme ou un grand journaliste, tout ce que tu vas faire maintenant Va devoir s'aligner. doit devoir s'aligner avec qui tu deviendras. La plus grande erreur que j'ai dit, c'est le sens de sacrifice. Ça veut dire, OK, si je dois faire ça comme tout le monde, comme tu as dit, les fous, c'est eux qui changent le monde. Oui. Si je dois faire ça comme tout le monde, je n'arriverai pas à devenir celui qui est différent dans le futur. Si je dois être président de la République un jour, par exemple, je dois parler comme président de la République, je dois lire des livres qui ont rapport avec le président de la République, je dois étudier des présidents de la République qui sont pour moi un exemple, comment ils se comportent, comment ils ont géré, comment ils marchent et tout ça. Quand tu as aligné toutes ces choses, ça devient pour toi facile de dire non et oui à beaucoup de choses aujourd'hui pour pas que ça te rattrape dans le futur. Mais alors, comment sortir du cadre? Parce que je sais que la société nous a déjà inclus dans un cadre. Je vais donner un exemple. Disons qu'aujourd'hui, on prend un bout de papier et on la met maintenant là, sur la table, et on prend une fourmi et on la place sur le bout de papier et on trace un cercle. D'accord? Il sera probable que la fourmi ne sortira pas du cadre. Bon, ouais, Parce que la société lui a déjà imposé quelque chose. Mhm. De même pour une araignée. Si on prend une araignée et qu'on mettait sur le papier et on encercle l'araignée, il va pas sortir. Mhm. Mais après, il est probable que lorsque, on a tous des cadres, mais il est probable que lorsque on nous montre le chemin et que si je prends l'araignée qui est dans les cercles, mais à côté, je trace un cercle et un autre cercle, ça veut dire que l'araignée pourra probablement quitter le cercle. Et aller là. Et que lorsque je vais le remettre encore sur le papier et tracer un cercle, il restera plus. Mhm. Alors donc, c'est facile de sortir, c'est pas très facile de sortir du cadre. Ouais. Mais qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Parce que la société nous a déjà imposé un cadre. Par exemple, le cadre, il faut étudier, finir ses études pour être grand, il faut avoir des diplômes, il faut avoir ça. Oui, certes, c'est vrai, c'est important. Mais si tu veux vraiment découvrir qui tu es, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux parler de moi, là. Oui, tu peux parler de toi. Comment j'ai réussi à battre les idées reçues. Dieu me fait grâce et me rend brillant à l'école. Ok. Je suis premier de la classe. Tout mon parcours scolaire à primaire, je suis premier de la classe. J'arrive à Salama, je suis premier de la classe. Mais je remarque une période, je suis deuxième de la classe. Mes parents me grondent. Ok. Nanana, tu connais les parents, comment ils sont. Oui. Je crois que c'est ce jour-là qui a changé vraiment ma vie. Parce que quand je suis rentré, je me suis dit, mais toutes les fois où je suis premier de la classe, je ressens même pas des félicitations. Comment, pour une fois, j'ai fait juste, c'est pas une erreur, enfin, j'ai fait une mauvaise manipulation et je suis deuxième de la classe et je vois mes parents réagir comme ça. J'ai dit, ok, ça va, je vais devenir rebelle. Je suis en deuxième secondaire, premier de la classe, je me mets derrière, avec tous les dérangeurs. Ok. Je deviens le premier de la classe qui est différent, qui est ami aux dérangeurs, qui n'est pas ami à toutes les personnes qui veulent passer devant. Je fais exprès, je sors 17e. Ok. Ma mère me dit qu'est-ce qui va pas. Je lui fais la remarque. C'est ce que je me disais, je lui dis, mais toutes les fois où j'étais premier de la classe, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi juste une fois tu as commencé? Elle savait pas quoi dire. Le jour-là, je commençais à poser beaucoup de questions qui dérangeaient pour un enfant qui avait, j'avais quel âge? Qui avait 14 ans, 13 ans. Je posais des vraies questions. Quand je commençais à poser des questions, ma vie a changé. Ta vie a changé. C'est le moment où on s'est posé. C'est le moment où je commençais à sortir du cercle de tout le monde. Je commençais à questionner tout et rien. Quand je vois ça, je me disais, pourquoi tout le monde fait ça? Pourquoi tout le monde doit faire les choses comme ça? Pourquoi on ne doit pas faire les choses différemment? Oh, parce que la société dit que si tu fais différemment les choses, tu vas échouer. Laisse-moi essayer d'échouer pour voir ce que ça va donner. C'est quand tu échoues, tu te dis justement que non. J'ai peut-être échoué ce que la société m'a dit, j'ai réussi ce que mon cœur m'a demandé de faire. Et depuis, tu as suivi ton cœur, ce qui m'a mené jusque-là.
Et qu'est-ce que l'échec représente pour toi? Oh, l'échec. L'échec, c'est la réussite, frère. Mhm. L'échec, c'est la découverte. Quand tu échoues, tu te découvres. Oui, Parce que quand tu échoues, tu donnes un peu plus que tu donnais quand tu réussissais. Ça veut dire dans le processus de donner plus que tu penses que tu donnais, tu commences à te découvrir et tu te dis que, ok, je n'étais pas à 100%. Hein. Donc moi, je croyais que j'étais à 100% tout ce temps, donc je peux aller au-delà de ce que je peux donner. L'échec, c'est, toute ma vie, j'ai échoué, tu sais. Mhm. Je continue d'échouer maintenant, c'est pourquoi j'ai réussi. Et comment est-ce que tu ajustes les choses lorsque tu échoues? Ça fait plaisir. Ça rend humain. Ça rend humain. Quand tu échoues, ça rend humain. Ça ressort beaucoup de qualités en toi. Ça ressort la patience. Ça ressort l'humilité. Quoi d'autre que l'échec ressort? La découverte. La découverte et le fait de ne pas tout contrôler. Ok. Quand tu arrives à un moment, tu te dis, je peux pas tout contrôler. Il y a des choses qui peuvent m'arriver, qui doivent m'arriver. Il y a des choses que si je peux les gérer, je peux les gérer, je peux avancer. C'est même qui crée la tranquillité de l'esprit, de savoir que tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout contrôler. Des choses qui arrivent, tu les assumes, tu continues. C'est comme ça la vie, Quelles sont les questions que tu t'es déjà posées, mais sans avoir eu de réponse? sans avoir eu des réponses. Oui. Il y a beaucoup de questions que je me suis posées, j'ai eu quelques réponses. C'est très personnel, Ok. mais je veux le dire, c'est la première fois que je vais en parler publiquement. Pourquoi mes parents sont décédés très jeunes? Ok. Jusque-là, j'ai pas encore eu de réponse. Après que tu t'es posé cette question, quels étaient tes ressentis? C'est bizarre, tu vois. C'est très bizarre. Quand t'as pas de réponse, tu cherches à avoir la réponse chaque jour. C'est ce qui te pousse à continuer la vie. En fait, justement, la quête de la réponse, c'est qui te réveille chaque jour pour continuer la vie. Bizarrement. Oui. Parce que tu veux savoir c'est quoi qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé. Et voilà, quoi. Chaque jour, quand tu te réveilles, ta vie est aussi en fonction de cette question que tu recherches chaque jour, donc. Et la vie, elle est belle comme ça. Ok. On raconte nos expériences par nos propres histoires. Ça veut dire par nos pensées, nos sentiments et aussi nos actes. Mais après, comment créer de nouvelles expériences pour toi? Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Quand on est ouvert d'esprit, on est disposé à accueillir des nouvelles choses. Moi, j'ai quand même une âme qui s'aventure beaucoup. J'aime découvrir les choses. J'aime découvrir les nouvelles personnes. Même avec mes amis, parfois, je me dis, les gars, non, 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 crée un peu l'espace entre nous et tout ça parce que on se voit un peu trop, Mhm. tu vois. Créer des nouvelles expériences, c'est très facile. Si tu veux créer des nouvelles expériences, tu vas créer des nouvelles expériences. Si tu es quelqu'un qui recherche des nouvelles expériences, tu vas trouver je suis pas quelqu'un qui reste, comme tu as dit, la fourmi qui est là, qui est toujours dans sa bulle, dans le confort, dans la zone de confort. Je déteste la zone de confort parce que rien n'est grandi dedans. C'est quand tu es exposé à autre chose, quelque chose de différent, que tu peux te redécouvrir, découvrir aussi beaucoup plus de choses qui sont en toi. Ouais. Et comment est-ce que tu appliques ça dans le domaine professionnel? Parce qu'avec ces temps d'expérience que tu as eu, comment Mhm. est-ce que tu appliques ça? Déjà, quand tu es directeur des appros, ça veut dire que tu es en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises. Tu dois parler au chargé des achats d'une entreprise ou telle. Vous devez vous rencontrer, vous devez discuter. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment un point positif avec le poste parce que tu sors de ton bureau. Tu n'es pas dans ton bureau. Tu dois voir des nouveaux fournisseurs. Il y a de nouveaux fournisseurs. Tu dois les convaincre. Et dans cette procédure de convaincre ces gens-là, tu apprends des choses. Tu apprends comment parler, tu apprends comment te tenir, tu apprends comment convaincre, tu apprends comment corrompre moralement. Ça veut dire à chaque fois que tu dois voir un client et tout ça, tu dois lui amener un cadeau. Tu vois que ce sont des principes bibliques comme ça qui marchent ou tu vois jamais quelqu'un les mains vides. C'est déjà quelque chose que tu as eu de lui. Ah, merci, merci. Tu as ouvert la conversation à quelque chose. Quand tu demandes quelque chose, tu deviens ami, entre guillemets. Tu deviens une bonne relation et on dit jamais non à une bonne relation. Ok. On dit jamais non à une bonne relation. Jamais. Comment tu sais, comment est-ce que tu sauras que c'est une bonne relation? Je parle toujours de mon travail. Oui. Quand vous avez euh, ce principe de tout le monde gagne, gagnant-gagnant, tout le monde est heureux.
Quand tout le monde est heureux, vous avez créé une bonne relation entre les deux. Tu sais que ce gars ici, parce qu'il me veut du bien, moi tu veux du bien, je lui veux aussi du bien. Le fait de vouloir du bien l'un pour l'autre crée une bonne relation. Et tu sais, même si tu ne connais pas la personne, tant que tes intérêts sont atteints grâce à lui, c'est déjà une bonne relation. Ok. Et comment est-ce que tu appliques les lois chrétiennes? Oui, il y en a beaucoup, hein, les lois chrétiennes. Oui. Il y en a beaucoup, hein. Ah, pose-moi une question Je spécifique, te je veux pose cette savoir. question. Mhm. En tant que chrétien, Mhm. qu'est-ce qu'il faut absolument régler spirituellement maintenant pour ne pas payer plus tard? Ok. Ah, très bonne question. Ça, vraiment, je l'ai sauté. Pour commencer, puisque tout le monde nous suit en ce moment, j'aimerais vraiment dire quelque chose. C'est très important pour moi. Je suis chrétien. J'aime Jésus-Christ de Nazareth de tout mon cœur. Et je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est descendu dans les séjours de mort pour vaincre Satan. Je crois qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui il vit auprès de Dieu. Je crois qu'il va revenir un jour pour me prendre. Et quand je mettrai ma casquette de bon et fidèle serviteur, j'entrerai avec lui et je vivrai avec lui en éternité et en éternité. C'est une confession que je fais publiquement parce que Amen. je suis un chrétien. De comment j'applique le principe et comment les principes chrétiens sont très importants maintenant pour éviter de payer les prix pour sa carrière et pour sa famille. Déjà que tu viens d'appliquer un principe. Je Très magnifique. commence avec sa famille. Oui. Nous sommes tous appelés à créer une famille. Je parle pour ma famille biologique que je vais créer. Il y a un passage dans la Bible qui dit, je crois, je suis pas je suis pas les chrétiens qui, comme tout le monde, mais je connais quelques versets. Je crois que c'est Proverbe 22, 6 qui dit, instruis ton enfant selon la voie et quand il grandira, il suivra cette voie. Je crois que c'est un principe où on demande aux parents d'inculquer certaines valeurs qui sont solides, de sorte que quand les enfants vont grandir, qu'ils suivent la même voie et qui vont les aider à tenir. Nous sommes dans un monde très bizarre aujourd'hui avec les enfants, Ok, ça c'est vrai. très enfants. Nous devons être là pour eux et leur dire c'est quoi le problème. Le premier problème, il faut leur dire c'est quand vous grandissez, quand vous naissez par exemple, vous ressemblez à vos parents. Mais quand vous allez mourir, vous ressemblez à vos décisions. Tu vois. Un enfant, quand tu l'as, ton fils par exemple Rémi, il est là, il ressemble à Rémi. Tu les mets sur tout ce que tu penses qui est bon pour lui. Quand il grandira, ça dépendra de lui de suivre ce que tu lui as dit ou pas. Mais si déjà il est enfant, si tu as déjà une bonne base pour lui, ça peut vraiment l'empêcher de faire beaucoup de choses. Et voilà quoi. Quand il va mourir un jour, il va ressembler à ses décisions et que ses décisions sont des bonnes décisions. Et c'est parce qu'il a une bonne base que ses parents lui ont inculqué. Je pense que c'est ça. Et de l'autre côté, par rapport à sa famille, il y a aussi un passage, je crois, Matthieu 7, 24, qui parle de construire sa maison sur du sable ou sur un rocher. Quand il y aura des problèmes, quand il y aura du vent, cette maison peut tomber. Si on n'a pas des bonnes bases aujourd'hui, La bonne fondation. la bonne fondation, si la maison n'est pas sur une bonne fondation, quand le vent viendra, ça veut dire des problèmes, des disputes, des discordes et toutes ces histoires-là, quand elles arrivent, s'il n'y a pas une bonne base chrétienne des valeurs, la maison va vraiment tomber. Il y aura du mal. C'est pourquoi c'est très important de poser ça maintenant. Mais, je vais dire même quelque chose, j'ai oublié. Oui. Un jour, j'ai prié pour le mariage pour te dire que c'est important d'avoir des bases chrétiennes. J'ai prié pour le mariage parce que Oui. j'étais dans une confusion. Je voulais avoir une certaine ouverture. J'ai fait, c'est pour la première fois que je fais ça. Je crois que j'ai fait 45 jours où je me réveillais pour prier à 3 heures du matin. Parce que je voulais en fait, vivre une certaine expérience que j'ai jamais vécue. Tu vois, c'est facile de dire je suis chrétien, c'est facile de dire, Exact. je voulais faire des sacrifices que j'ai jamais fait.
pour vivre une vie que je n'ai jamais vraiment vécue. Se dire, si vraiment le Seigneur existe, comme ils disent, il fait Miracle. des miracles. J'ai envie de le faire maintenant. Figure-toi, je prie, je fais 45 jours. Après, j'avais même pas de réponse, tu vois. Mais un bon jour, je dors. C'est vrai, je m'en parle. J'entends une voix très claire par rapport au mariage. On m'a donné juste des consignes. J'ai vu le nombre d'enfants que j'aurais. J'essaie de voir la femme à qui j'aurais. J'ai eu du mal, j'ai pas vu, mais je sais quand même qu'elle aura pas les faux cheveux. J'espère, en tout cas. Oui. Les consignes que j'ai reçues, c'était chaque lundi, je dois jeûner, toute ma maison. Moi et ma femme, on doit jeûner pour nos enfants. Et chaque vendredi, je dois avoir des études bibliques. Seule consigne que j'ai reçue, c'est tout. Pour ton mariage, Oui, c'est tout. rien d'autre. Rien d'autre. Bon, Ouais. je vais attendre. Je sais pas, peut-être ça va venir. Mais ce que j'ai reçu après ces 45 jours, c'était chaque lundi. Tu dois jeûner pendant 2 ans, tous les jours. Quand je suis dans le mariage. 2 ans tous les jours. Chaque lundi, je dois jeûner. Chaque vendredi, je dois faire des études bibliques. Je En ne dois étant pas dans le sauter ça. mariage ou... En étant dans le mariage. Ok. Donc, ça veut dire, d'une part, Dieu m'a fait grâce parce que quand il m'a dit ça, ça veut dire, ok, il me voit dans le mariage. Mhm. Et puis, il me donne les consignes pour le mariage parce que je suis très sûr que ma femme et moi, on va faire des grandes choses. Mais on sera beaucoup attaqué. Il faut avoir des bases dès le début. Et du coup, comment est-ce que tu penses que... Est-ce que le choix nous revient à nous ou bien on doit justement demander à Dieu pour savoir si c'est la bonne personne? Je suis pas très expérimenté par rapport à cette question, mais je vais répondre en fonction de ce que j'ai appris, ce que j'ai lu. La seule fois dans la Bible où Dieu a vraiment choisi quelqu'un pour quelqu'un, c'était Adam, je pense. Adam, lui, il a pas eu à demander, on lui a donné. Et il y a aussi l'histoire du roi Osée là, que Dieu a imposé d'épouser une pute pour voir un peu Mhm. comment Dieu ressent la trahison ou l'infidélité, tout ce qui se fait avec. Mais après, toutes les personnes, les mariages, c'était eux-mêmes qui ont fait le choix. Ouais. Alors, vraiment, je suis d'accord sur quelque chose. Demander la direction divine parce qu'on ne connaît pas réellement les gens. Tu peux aimer quelqu'un, enfin, Nicolas a dit ça quand il Oui. est passé. Ouais. Là, tu connais pas les gens. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu connais pas jusqu'où il peut aller. Il y a que Dieu qui peut vraiment nous montrer là où nous-mêmes on peut pas voir. Et dans son sacrifice. Si je pars pour demander mariage, par exemple, j'ai un nom là maintenant, par exemple, je suis en train de prier. Je demande pas, ah, donne-moi le mariage. J'ai envie de découvrir la personne qui elle est. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose et puis échouer la chose. Si je fous mon mariage, bon, j'ai échoué ma vie. Exact. Et le mariage, c'est toute une vie. Mais du coup, au moment où... Parce que les actes, c'est nous qui allons les prendre en tant Mhm. qu'humains. Mais comment est-ce que tu sauras que tu es en face de la personne de ta vie? Comment est-ce que je saurais que je suis en face de la personne, ma vie? Oui. Je pense que je sais. Comment je suis? C'est une très bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Tu as dit qu'il faut toujours se poser les questions. Ou je me pose beaucoup de questions. Vraiment, ça, j'y ai réfléchi parce que, waouh. Je crois que quand tu trouves quelqu'un, tu regardes les mangas, ok. Tu regardes les films des super-héros. Tous les super-héros ont quelqu'un qui les calme. Hulk, quand il devient vert, il grandit et tout ça, il y a toujours une femme quand Hulk est devant cette femme, Hulk redevient normal. Si tu regardes tous les super-héros, que ce soit Superman, que ce soit tout le monde, Batman, il y a toujours une personne qui calme quelque chose qui en est. Je pense que quand quelqu'un sait que c'est la bonne personne, la personne arrive à calmer quelque chose qui est en eux que, je pense. Je pense. Tu penses? Je pense. Ça va. Ça va. Alors, Et par rapport à la carrière, oui. les principes chrétiens, en 2017, je reviens au Congo. Tu étais où précisément? J'étais au Zimbabwe. Ah ouais. Je finis mon université au Zimbabwe. Je reviens au Congo et les sciences occultes me contactent. Les sciences occultes. Je vais pas citer des noms. Ok. C'est pas bien. Mais c'est sciences occultes. Je savais que c'est des sciences occultes. Ils me contactent. Ils disent que je suis très brillant. Ils ont vu mon CV. Quelqu'un a parlé de moi. Si c'est des noms, ça va être très compliqué. Quelqu'un a parlé de moi. Ils ont vu mon CV. Et les jours que j'étais en train de faire l'interview à cette entreprise, je vais pas citer de nom, la personne qui faisait l'interview est dans Les sciences occultes. on a besoin de toi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je regarde, j'ai ignoré le message.
La personne qui fait l'interview à mon Facebook m'envoie un screenshot de comment ce gars. Le message était, ce garçon, il est très brillant. Je lui ai posé des questions, j'ai jamais eu des réponses comme ça. C'est très fluide. On a besoin de lui. La personne est très proche. Je regarde le message, je dis, oh, ok, ça va. Je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que si mes parents n'avaient pas une fondation chrétienne, surtout celui du contentement, c'est aujourd'hui je suis déjà perdu. Ils se sont pas arrêtés là. 2 ans après, ils sont venus, on me traque, hein. 2 ans après, ils sont venus quand j'étais dans mes moments les plus difficiles. Quand je dis les plus difficiles, quand j'étais vraiment très bas. C'est toujours dans les moments les plus difficiles. Très difficiles. Ils sont revenus. Ils m'ont proposé la même chose. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Je sais pas comment ils savent que les gens traversent les moments très difficiles. C'était vraiment très difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que depuis que je suis un gamin, avec sûrement le leadership de mes parents par rapport à la chrétienté, j'ai toujours su que les moments difficiles, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens doivent triompher de moments difficiles. La première raison, c'est que la souffrance, le manque, les douleurs, leur rôle, c'est de nous approcher beaucoup plus de Dieu. Deuxième rôle de la souffrance, c'est de créer de la compassion à nous, envers les autres. De sorte que quand tu as connu la souffrance, tu sais ce que ça donne. Tu sais quoi Tu dire. ne mérites plus Ouais, que quelqu'un d'autre traverse la même chose. exact. Donc quand ils sont revenus, quand j'étais très mal, je savais rien, je sais rien, les moments étaient trop difficiles, je me suis accroché à ça. Disons que si je traverse ici, c'est parce que Dieu me veut proche de lui. Il veut vraiment que je lui laisse vraiment le volant de ma vie, quoi. Le volant, c'est qu'il prenne soin de moi. Et que je sais qu'aussi la douleur ici est en train de me former pour que je sois une consolation pour beaucoup de gens après. Et je pense que c'est un test sur lequel Dieu m'avait mis parce que c'était trop compliqué. Et c'est un test que j'ai gagné. C'est pour de l'or, je te promets. Je n'ai jamais manqué de rien. Quand je suis sorti de cette douleur, Ouais. de cette souffrance, je n'ai jamais manqué de rien. Et tu comprends quand la Bible dit dans Psaume 84 que l'Éternel donne la gloire et la grâce et il accorde du bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Non. Jusqu'à maintenant, Dieu m'a toujours tendu la main. Peut-être si j'avais accepté, j'allais mourir, je sais pas ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne représente pour toi? Une communauté chrétienne, Parce que c'est vrai qu'on peut passer des moments difficiles, mais au fond, on a toujours aussi besoin de quelqu'un ou d'être entouré de ces personnes qui savent te dire, non, écoute, ici, moi je suis passé par là, il faudrait faire ça, comme ça, vois tel, c'est important, prier ensemble et tout. Pour toi, ça représente quoi? Moi, malheureusement, j'ai pas eu quelqu'un qui a été un miroir par rapport à la douleur que j'ai reçue. Donc, en tant qu'aîné de famille, j'ai découvert les choses en premier et j'avais pas des gens, tu vois, même autour de mes amis, les amis que j'ai, je crois que je suis le premier on fait des blagues avec les amis et quand quelqu'un perd un parent, on dit, ah, bienvenue dans l'équipe. Ok. Donc, moi, on m'appelle que je suis le capitaine parce que j'ai les 2 brassards et tout ça. On en rigole aujourd'hui, ça fait plaisir, on avance. Mais moi, j'ai pas eu ça. J'ai dévancé beaucoup de gens dans mon entourage. Mais mes amis, j'ai quelques amis à moi qui sont vraiment chrétiens. C'est eux. Je peux citer? Oui, vas-y. Lucien, c'est un ami à moi qui est très proche. On était à l'école ensemble. Mais c'est le gars qui m'a sorti de la dépression et de la douleur. Parce que quand tu es brillant, tu es né de famille, tu es têtu. Tu gardes tes problèmes en toi. Tu ne veux pas le partager avec les gens. C'est vrai. Mais c'est la seule personne avec qui j'ai dit, je suis fatigué. J'ai besoin d'aide. C'est la première personne à qui j'ai ouvert parce que tout mon cœur, que je lui ai expliqué les problèmes. Et je me rappelle, c'était un appel de 2 heures. Il m'a écouté pendant 2 heures et ça m'a guéri. Il a juste écouté, il a pas parlé. C'était la première fois que je parlais de mes problèmes. Dans mon récent podcast avec Sarah Tchal, sur les livres qu'elle a eu à écrire, elle a quitté d'une dépression de 10 ans. Wow. Et elle a noté quelque part que c'était important de parler. Et c'est une preuve que si tu as eu avoir le courage de parler, je pense que c'est une guérison totale. Ouais.
Ça m'a guéri. Le fait juste qu'il m'a écouté, c'est tout. Il avait rien dit. Il avait rien dit de grave. Parce que dans tous les cas, c'est moi qui dis toujours les choses, tu vois. Pour la première fois, il disait rien. Il m'écoutait. 2 heures téléphone. Et quand j'ai fini l'appel, j'ai devenu une nouvelle personne. Parce que c'était vraiment la première fois que je m'étais ouvert par rapport à tout ce que j'ai traversé avec des précisions. J'ai fait ça. Moi, je pleure jamais, donc j'étais en train de pleurer. C'était bizarre qu'un autre gars m'entende en train de pleurer, mais c'était très important. Donc, Tu avais quel âge? 2018, j'avais quel âge? 8, 18, 7, j'avais 25 5 ans. pour la première fois. C'était à quel âge que tu rêvais de te marier? Oh, moi, j'avais jamais ni une année. Hein. Moi, je me disais toujours euh, quand j'aurai quand j'aurai mes 2 chiens. Je disais souvent quand j'aurai mes 2 chiens, j'aurai mon appartement et j'aurai ma Mercedes. Je vais me marier. Je disais ça, c'était pas en fonction du temps, c'était toujours en fonction de la responsabilité, d'être capable de tenir pour soi-même et pour l'autre personne. Ok. Il y avait jamais de non, non. Ah, voilà. Ok. Alors, beaucoup parlent d'équilibre, mais peu le vivent. Comment distinguer ce qui est urgent de ce qui est important? On peut pas parler d'équilibre si il y a pas le sens des priorités. Pour moi, en tout cas. Je suis quelqu'un qui m'amuse quand même beaucoup, hein. Les gens pensent que je suis au chômage et tout ça. Je fais rien de ma vie. Je m'amuse beaucoup parce que c'est le côté que j'aime montrer, le côté positif et tout ça là. Mais quand j'ai dit il n'y a pas d'équilibre s'il n'y a pas de priorité, je m'explique. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu peux faire. Tout est sur la liste. Ça veut dire des choses que tu dois faire, je te dire. Tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Mhm. Tu dois avoir une relation avec toi-même. Tu dois être là pour ta famille. Tu dois travailler. Ça, c'est des choses que tu dois faire. Des choses que tu peux faire. Il y a les loisirs, aller jouer au foot, voyager et tout ce qui va avec. Donc, dans ma liste de priorités, il y a des choses que je dois faire et des choses que je peux faire. C'est pas toujours une liste qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfois, c'est 1, 9 à l'intérieur. Quand j'essaie de différencier les peux et les dois, je les mets les deux. Je vais savoir que, OK, ça va. Si je dois aller, par exemple, en vacances pour aller, je dois me rassurer. Est-ce que j'ai prié? Est-ce que je fais le travail que je dois faire? Est-ce que j'ai passé du temps avec ma famille? Ou je veux prendre les vacances pour aller passer du temps avec ma famille? Je prends le fait d'être avec sa famille et mettre dans les choses que je peux faire pour essayer de créer l'équilibre. Même quand tu es en vacances, par exemple, Oui. tu n'es pas obligé de... J'ai vu Nicolas, il a dit, moi, je travaille tout le temps, même quand je suis en vacances, etc. J'aime ça, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je me rassure que ce que je dois faire, j'ai pas de pression quand je suis en vacances. Ça veut dire, ce sont des choses que tu dois juste régler quand tu es en vacances. On n'a pas besoin de toi parce que avant de quitter, tu t'es rassuré que tu as tout fait pour pas que ça te rattrape quand tu es dans tes moments de loisirs et tout ça. Je crois que l'équilibre est créé beaucoup plus quand tu as le sens des priorités. Quand tu as fait ce que tu dois faire, tu peux facilement faire ce que tu peux faire. Ok. Donc, tu finis toutes tes tâches que tu dois faire et puis tu es libre pour avoir du temps avec Oui. ta famille. Si je ne fais pas ce que je dois faire, Nicolas l'a dit. Oui. Si je n'ai pas encore fini ma tâche, je ne vais pas quitter mon bureau. Mais moi, je l'ai dit dans ce sens. Si je ne peux pas faire ce que je dois faire, je ne peux pas voyager. Ok. C'est moi, quand j'ai fini ce que je dois faire, que je peux voyager, que je peux aller jouer au foot, etc. Parce que pour quelqu'un qui travaille beaucoup et qui aime les résultats, cette vie d'à peu près ou être partisan du moindre effort, ça me stresse. Comment ça? Parce que quand tu joues au foot, tu sais que tu as une tâche que tu dois finir, que tu ne vas pas finir, tu ne joues pas bien au foot à 100%. Parce que ton cerveau pense à quelque chose que tu dois faire. La liberté, je la trouve dans le fait de j'ai donné le maximum de ce que je peux faire, même si la chose n'a pas marché comme je le voulais. Mais au fond de moi, je sais que j'ai donné le maximum. Je peux maintenant aller faire autre chose. Sinon, je serais là, par exemple, même dans une fête, les gens vont me dire, mais pourquoi tu es calme? Pourquoi tu réfléchis? Tu serais en train de penser à et tout ça. Et quand tu es comme ça dans une fête, tu es en train de pourrir l'environnement. Les gens, quand tu es dans une fête, tu dois vraiment être dans une fête. Mais quand tu es dans une fête, tu es en train de penser au travail. Ou quand tu es chez toi, la famille, si tu es marié, au lieu de passer du temps avec ta famille, tu penses au travail, c'est ce que je dois faire. Tu as amené les travails dans la maison. Ça crée des problèmes. Toutes ces histoires. Je vois. Et qu'est-ce que entreprendre représente pour toi? Ah, mais il y a trop d'escrocs avec le mot entreprendre, là, ici. Surtout ici au Congo. Beaucoup d'entrepreneurs, c'est des escrocs.
Mais entreprendre, c'est la liberté, hein. Ok. J'ai C'est la posé cette liberté. question du coup parce que tu as parlé de la liberté. Du coup, le mot entrepreneur m'est venu. Ouais, moi, entreprendre, ça veut dire être libre. Tu n'es pas soumis à un quelconque règlement d'ordre intérieur. Tu dois arriver à 8h30, tu dois arriver à 16h30, tu dois quitter à 16h30, pardon. Quand tu es entrepreneur, tu peux travailler à 5h, tu peux finir à 11h, tu peux avoir une réunion à 22h, tu peux finir à minuit. Tu vois, cette flexibilité, c'est ce qui est quand même très avantageux quand les gens sont entrepreneurs. Mais ouais, peut-être l'argent aussi, enfin, je sais pas. Parce que beaucoup d'entrepreneurs disent qu'ils font pas beaucoup d'argent, ils souffrent, etc. Je comprends pas. Mais pour moi, entreprendre, c'est vraiment ça. J'envie les côtés là, flexibilité, liberté aux entrepreneurs. Moi, je suis salarié et je fais beaucoup d'histoires à côté. Je sais pas si je suis entrepreneur ou pas, mais j'ai fait aussi beaucoup d'histoires à côté, euh, dont je suis propriétaire, donc, vas-y, quoi. Mais au fond, si par exemple tu es salarié, que tu fais beaucoup de choses à côté, à un moment donné, cette question viendra et tu te diras, bon, je dois arrêter pour me concentrer Mhm. à, à mes affaires. Du coup, là, c'est une liberté. J'ai parlé des 10 ans, non? Oui. Là, je suis à 7 ans. Waouh. OK. Il me reste encore 3 ans Il reste encore 3 ans. dans mon professionnel. OK. Penses-tu que les gens échouent plus par manque d'opportunités ou par manque de responsabilités personnelles? Ça dépend. Au Congo, les gens échouent par manque d'opportunités et euh, par manque de Responsabilités. responsabilité. Pourquoi? J'aime ce pays de tout mon cœur. Ça, tu le sais, je Oui, pense. ça, je vais essayer. Mais j'ai l'impression, parfois, que le Congo tue beaucoup des talents et que le pays ne facilite pas beaucoup de choses à beaucoup de gens qui ont un esprit créatif. Je pense que les systèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui tuent la créativité dans beaucoup de gens parce que il y a vraiment pas d'accompagnement. Les gens qui ont de l'argent là est servi pour donner à des personnes spécifiques qui ont déjà choisi. Pourtant, il y a des personnes qui sont très créatives, qui ont cette envie de vraiment changer les choses, mais qui sont pas mises dans les bonnes conditions. Mais c'est le rôle du gouvernement de faire des accompagnements comme ça. Mais ici, il n'y a pas ce genre d'accompagnement. Ce genre d'accompagnement, c'est pour des personnes choisies. Donc, dans le cas du Congo, les gens échouent par manque d'opportunités et aussi par manque de responsabilité personnelle. Responsabilité personnelle, ça c'est quand même très primordial parce que, dans l'exemple, pour payer un terrain, pour faire un champ, tu as besoin de $2000. Combien? $2000 par exemple. Oui. Tu as des hectares, tu fais tes calculs, etc. Tu veux mettre du piment par exemple. T'as besoin de $2000. Tu peux couvrir hein, facilement. Le reste, tu vas essayer de trouver. Mais tu verras quelqu'un avec $2000, il va payer le dernier iPhone. Sachant que un téléphone, pour un entrepreneur, le téléphone, pour quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur, qui utilise son téléphone comme bureau, c'est un passif. C'est pas un actif. Oui. Et les actifs, on dit quoi? Les actifs, c'est eux C'est ceux qui génèrent qui génèrent de l'argent, les passifs, tout exactement ce ça. qui passe. Ouais. Quelque chose qui peut te générer de l'argent comme payer un terrain. Toi, tu préfères prendre cet argent, remettre ça dans les téléphones. C'est le manque de responsabilité. Bon. On revient à ce que je disais, il y a des choses que tu dois faire et tout ce que tu peux faire. Un téléphone, ça reste un téléphone. Dans 3, 4 ans, il y aura l'iPhone 20, je sais pas quoi. Ça va pas disparaître. Mais le terrain que tu as eu l'opportunité de payer aujourd'hui, tu n'auras pas l'opportunité de le payer demain. Demain. Tu vas perdre. Pendant ce temps, tu as payé un téléphone. Avec les temps, ça va se détériorer, ça va depreciate. Et puis, c'est toi qui perds à la fin. As-tu déjà investi dans l'immobilier? Ouais. Quelle expérience que tu en tires? Ça dépend. On m'a facilité, hein. Ça, il faut le dire aussi. On m'a facilité. Le terrain, c'était du côté de ma mère, etc. Donc, moi, ça n'a pas été beaucoup plus d'efforts. Mais je compte construire quelque chose de très bien dessus. OK. Ça, c'est un plan Important. très important. Ouais. Comme je disais au début, tu es connu plutôt comme quelqu'un de positif et tu as parlé tu es à la tête d'une fondation et cela fait pratiquement 11 ans. 11 ans. Quelle est l'expérience que tu as en tirée? C'est beau. C'est très beau d'aider les gens. C'est très beau d'être là pour les gens. Mais il y a une révélation que j'ai reçue récemment. En aidant les gens, on se sauve. On se sauve.
Je vais me donner des exemples bibliques parce que Ouais, voilà, c'est vas-y. ce que je sais, tu vois. Moïse, on l'abandonne, tu vois. Il est là, machin, on le découvre, on le ramasse, il est là, il grandit dans la maison des pharaons. Quand on te ramasse comme ça ou quand on t'aide et tout ça, les gens qui t'aident, qui te ramassent, ils se disent que c'est eux qui t'aident, non? Oui, Parce que c'est eux qui t'ont toutes ces histoires-là. Mais avec les temps, Moïse est devenu celui qui a libéré toutes les l'Égypte. personnes là. Oui. Quand nous aidons les gens, pour moi personnellement, tu réalises que tout ce que je leur donne, le retour que j'ai, c'est de la paix, tu vois. Il y a des fois, samedi, je pars à l'orphelinat, là où on a construit un orphelinat. Je peux me mettre pendant tout l'après-midi, je suis assis. Je comprends c'est quoi la vie. Je comprends c'est quoi l'humilité, c'est quoi la patience. C'est toutes ces bonnes histoires-là que tu comprends les valeurs. Moi, je l'ai vraiment su, je les ai expérimentées en aidant les enfants. Parce que j'ai leur dit, je les ai aidés. Peut-être c'est eux qui m'ont aidé à devenir une meilleure personne. Mais d'où est venue cette envie d'aider? La compassion, hein. Quand tu perds, comme j'ai dit tout à l'heure, quand, quand tu as traversé la douleur, tu n'aimerais pas voir les autres personnes traverser tes douleurs. Comme on a parlé de Sarah Chal, tu veux que je t'explique comment ça s'est passé avec Agence pour l'Humanité? Oui. On est à la prière avec mon petit frère Pablo. Je vois un enfant qui est à l'extérieur parce que moi je voulais pas traîner à la prière, je suis à l'extérieur dans la voiture. Je vois un enfant à l'extérieur qui me dit mais toi tu as mangé des biscuits, tu m'as pas donné. C'est vrai, j'avais des biscuits. J'ai dit mais comment toi tu as su que j'ai mangé des biscuits? Oh, je dis en swahilien. Mais manchengel quoi pas mina beba mina courir. Tu vois? J'ai dit tiens, il y a vraiment des personnes qui souffrent à ce point. Et un chenge à biscuit à la courir, tu vois. C'était pas passé avec moi le jour-là. Je suis rentré, c'était le 21 juin 2014. J'ai mis un post sur Facebook où j'ai vraiment parlé du ressenti, même pas pour créer la fondation. Sarah m'a écrit, Sarah Chal. Elle m'a dit, ah, ouais, j'ai été touché par ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? J'ai dit, non, on commence par faire d'abord une fondation. Ok. Et c'est comme ça, c'est parti. On s'est Voilà. retrouvés. Sarah, elle parle beaucoup, hein. Oui. Oh, non, non, non. Elle aide directement quelqu'un qui était chargé avec des relations avec les autres, elle mettait les posts. C'est comme ça, on est parti, on a fait des très grandes choses ensemble, très bonnes choses, je te promets, jusqu'à avoir un orphelinat construit. Ah, tu étais là en Oui, je plus. suis là. J'étais là. Mais Wow. c'est comme ça. C'est parti comme ça et voilà, on a eu toute une équipe. C'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe. Tous les membres qui sont là, ils ont contribué, ils ont fait. Malheureusement, genre, pas, heureusement, malheureusement, les gens sont un peu dans tous les sens, hein. Parce qu'à l'époque, on était un peu libre. Aujourd'hui, t'as des gens qui sont à l'école, qui travaillent et tout ça. C'est un peu, mais on continue toujours à le faire maintenant. Je sais que sur tes posts, tu aimes la lecture. Oui, Beaucoup. beaucoup. Pour toi, selon toi, c'est une urgence dans la génération africaine de pouvoir s'y mettre à lire ou pas? C'est une urgence. Pourquoi? Parce que ça gagne en temps. Ouais, c'est pas faux. Quand tu lis, par exemple, tu as un certain domaine que tu poursuis. Si tu lis un livre de quelqu'un qui a été dans le domaine, il te fait gagner en temps. Tu n'as pas besoin de commencer à zéro. Tu peux commencer à 10 parce que quelqu'un d'autre a déjà fait la même chose que toi. Quelqu'un d'autre a déjà écrit sur ce qu'il a fait. Parce que beaucoup de gens négligent en fait la lecture, mais ils comprennent pas un truc. C'est que c'est des gens qui ont eu des expériences et des expériences. Quelqu'un peut avoir une expérience de 50 ans, 60 ans. Mais le gars, il décide de mettre toute son expérience dans un bouquin qui a 50 pages, 60 pages. Mais c'est toute une sagesse qu'il a mis dans 60 pages. Mhm. Et quand toi, tu ouvres cette sagesse d'une vie de quelqu'un qui a 60 ans, si tu es aligné ou Dieu dans le même domaine, tu gagnes en temps. Ça te fait gagner en temps. Tu commences pas à zéro. Tu commences sur l'épaule de celui qui a écrit. Ok. Et aussi, c'est bien aussi pour des recherches parce que nous vivons dans un monde très bizarre. Je vais pas parler dans des termes de théorie des complots, mais je sais que il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le livre que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. C'est qui pousse les gens à subir certaines choses par ignorance. Quand on parlait la dernière fois, je t'ai même parlé de dire j'aime la géopolitique. Il y a l'histoire de Trump en ce moment, par exemple, qui a allé prendre Maduro, le président vénézuélien, etc. Moi, quand j'ai reçu l'info, il y a des gens qui m'ont écrit, non, comment Trump peut faire ça? Pour moi, c'est pas nouveau, tu vois. Pour moi,
Pourquoi ça vous étonne? C'est pas nouveau. Non, comment ça, c'est pas nouveau? Je vais donner quelques exemples. Tu as Saddam Hussein. Oui. Saddam Hussein, les gens qui l'ont arrêté, ce sont des soldats américains. Mhm. Ils l'ont accusé d'avoir des réserves nucléaires, etc. C'était faux. C'était de la suprématie. C'est eux qui sont partis. Oh non, mais Saddam Hussein n'a pas été amené aux États-Unis. C'était notre suprême. On revient. Si tu connais l'histoire, je pense que j'ai déjà eu à lire. En 1999, tu as Milosevic, qui est président qui n'est pas aimé par l'OTAN. Et l'OTAN décide de bombarder la Serbie. Et cette attaque est considérée comme la première attaque militaire sur un État souverain. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, si tu regardes, etc., les Serbes et tout, ils sont pro-russes. Parce qu'ils n'ont jamais toujours compris pourquoi vous aviez un problème avec Milosevic, pourquoi vous avez bombardé, ce qui a créé beaucoup de morts dans nos pays, ce qui est quand même une histoire très humiliante de la Serbie. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils sont pro-russes. Parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Et maintenant, quand on me sort l'histoire là de Trump, je me dis non, c'est déjà arrivé. Il faut juste que les gens aujourd'hui se réveillent et se disent que c'est les puissants qui dirigent le monde. Ça n'a rien à voir avec la justice, créer la justice. Parce qu'à un moment de la vie, même l'esclavage était légal. Oui. L'apartheid était légal. Toutes ces histoires de barbares, c'était légal. Cette histoire de légalité, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça a tout à voir avec la puissance. C'est lui qui est puissant, il est légal partout. T'as vu ce que Trump a dit par rapport à Macron? Non, j'ai pas vu. Récemment, il a dit qu'il avait dit à Macron de mettre des tarifs sur l'argent, sur les produits pharmaceutiques, etc. Macron a refusé. Il a dit, je lui mets juste une petite pression de 30 minutes. C'était tarif choc de 15%. Il a accepté de mettre 200%. Il est dit comme ça. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Pour tout le monde que les États-Unis dominent les gens. Mais vous allez vous plaindre. Vous allez pleurer. Vous allez faire quoi? Rien. Mais après, je crois que j'étais tombé sur une vidéo sur les réseaux. Un homme disait que ceux qui contrôlent le monde, c'est les riches, ceux qui ont beaucoup d'argent et tout. Mais après, il disait qu'il est allé en Chine. Je sais pas si tu avais déjà vu cette vidéo. Il a rencontré un peuple là qui collectionnait de l'or pendant des années. Donc, leur fortune n'est pas à compter. Donc, ils ont tellement beaucoup d'argent C'est vrai. que le monsieur a posé la question si c'est eux qui contrôlaient le monde, mais il a dit que non, on contrôle pas le monde. Du coup, ça m'a permis de me poser aussi beaucoup de questions, savoir peut-être qui contrôle le monde. Les Juifs. Les Juifs. Ok, explique-toi. J'ai un problème avec les Juifs. Pourquoi? Ce que je vais dire, ça peut choquer beaucoup de gens, mais je m'excuse si ça a choqué les gens. J'ai un problème avec les Juifs et j'ai une relation positive avec Adolf Hitler. Ok. En 1920, en 1930, Berlin était considérée comme la capitale de l'homosexualité. Berlin. Fan check, hein? Ça a checké, ça a vérifié. Adolf Hitler arrive en 1933, oui. Il devient le responsable de la Troisième Reich, etc., jusqu'en 1935. Il sort une loi. Ce qu'on appelle la loi de Nuremberg, qui dit qu'on ne va pas mélanger les Juifs et on ne va pas mélanger les Allemands avec les autres sangs et qu'il faut qu'il y ait une carte de citoyenneté pour tous les Allemands pour éviter que, voilà, que les Juifs se mettent avec les Allemands et tout ça. Tu vois, ils voulaient vraiment que les Allemands restent les Allemands pour les Allemands. Je crois que c'est une loi que vous regardez en 1935 qui est sortie. Mais les gens disent aujourd'hui, les médias juifs disent que non, la raison pour laquelle il a fait ça, parce qu'il a tué 6 millions de juifs, qu'il est mauvais, tout ce qui va avec, qu'il est démon et tout ce qui va avec. Mais la raison pour laquelle le gars il a pris ce genre de décision, c'est là qu'il faut se poser des questions. La raison pour laquelle Berlin a été capitale de l'homosexualité, c'est parce que tous les bars homosexuels et toutes ces histoires étaient tenus par les juifs qui étaient en Allemagne. Les gars, quand il est arrivé, il a dit, nous, on veut pas construire une nation avec toutes ces histoires-là, parce que parce que les industries de pornographie, c'est les juifs qui ont commencé à Berlin. Ok. Le gars, il a step up, il a dit, nous, on veut rien avoir avec ces gens, parce que là, on est en train de partir, ils vont nous créer beaucoup de problèmes. C'est qu'il a commencé à chasser tous les juifs, etc. Mais encore, les médias
On dit que non, il aimait pas les Noirs et tout ça. C'est parce que c'était une mauvaise personne et tout ça. Il y a aussi l'info, on dit que il avait pas serré la main. Hitler avait refusé de serrer la main à Jesse Owens. Je sais pas, tu connais Jesse Owens? Non. Jesse Owens, c'est le premier athlète noir Ok. des Jeux Olympiques en 1936 qui a gagné 4 médailles d'or et tout ça. C'était ce qu'on appelle le premier athlète noir dès l'entre-guerre. Donc la première et la deuxième guerre et tout ça. Quand il a fini, il dit dans son livre, même dans son documentaire, que Hitler l'a fait le signe de la main et qu'il était fier de lui. Les gens disent, oh, en Allemagne, on détestait les Noirs, etc. Mais pourquoi si en Allemagne, on détestait les Noirs, aujourd'hui, il y a une avenue qui porte le nom de ces Noirs-là? Et le gars, il dit même que Hitler l'a mieux traité que même son président. Parce qu'en 1936, qui est président aux États-Unis? Frank Roosevelt est président des États-Unis en 1936. Jesse Owens, quand il rentre, il dit que quand je suis rentré, mon propre président m'a snobé et Hitler m'a fait un signe de la main. Maintenant, on se pose la question. Toutes ces histoires qu'on nous a racontées, on nous dit que les gars, il a tué des juifs, les gars, ils détestaient les noirs. C'est vraiment ça la vérité. Il faut vraiment chercher pour savoir vraiment si les gars, il était mauvais. Oui, il était mauvais. D'accord. Mais pourquoi t'as toute la propagande sur lui disant qu'il était mauvais? Mais on a un démon qui est connu comme il a tué plus de 20 millions de Congolais, qui a coupé les mains et les jambes et tout ça, c'est Léopold. Oui. Pourquoi quelqu'un a tué 20 millions de Congolais, des Noirs, on n'a jamais dit que c'est un mauvais. C'est même pas des Noirs, parce que Léopold est dans beaucoup de pays africains aussi. On n'a jamais dit que c'est lui le mauvais. Mais c'est lui qui a tué 6 millions de Juifs, on dit que c'est le mauvais. Pourquoi? Parce que ce sont des Blancs, ce sont des Juifs, parce que... Et nous, ça s'est arrêté en 2023 quand la Belgique a dit qu'on s'excuse pour ce qu'on a fait au Congo. Et c'est tout. Trop de questions à poser. C'est là où tu te questionnes, tu te dis que ce monde ici, c'est pas beaucoup de choses qui se passent en ce moment, tu regardes, tu dis. C'est que le média peut changer tout. Oui, parce qu'aujourd'hui, si tu googles, c'est quoi la capitale de l'homosexualité? Ok, j'ai jamais eu le temps de... Tel Aviv. Ok. Fact check si tu veux. C'est Tel Aviv aujourd'hui. C'est l'Israël. C'est les Juifs. C'est la capitale de l'homosexualité aujourd'hui. Donc vous donnez raison à quelqu'un en 1930. Et 1930 aujourd'hui en 2025, presque 100 ans après, on lui donne raison. C'est Tel Aviv. Une personne m'a parlé une fois, elle m'a dit que non. Je crois que c'était une Américaine qui était venue, que j'ai eu rencontré. Elle m'a dit que au Japon, tout ce que moi je peux voir sur les réseaux, eux ne voient pas. Du coup, je sais pas si tu as vu des vidéos récemment qui parlent de la tournée des... Tu connais H Show Speed? Yeah. Oui, sa tournée. Parce que l'état du beau, j'étais du beau. Ok. On dit même pas loin, lui, il était à Drama, j'étais même pas loin. J'ai vu l'engouement, il était là, ouais. Ouais. Alors, il y a les Américains qui ont réagi en disant qu'ils pensaient que l'Afrique, c'était vraiment... tu vois, tout ce qu'on les a expliqué et tout. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Est-ce que les Américains sont plus éveillés? Non? Les Européens sont bizarres, quand même. Il y a quelqu'un sur Instagram, je sais pas c'est quoi la page ou le nom, je vais chercher. Tu sais qu'il poste et il pose des questions basiques aux Vas-y. Blancs, Ok. aux Américains, même aux Anglais. Par exemple, cite-moi un nom de l'Afrique, un pays d'Afrique. Ils savent pas. Même pas en Afrique. Cite-moi une ville de Londres. Ils savent pas. C'est quand tu réalises que eux, ils ont vraiment un grave problème. Nous, on est beaucoup plus éveillés qu'eux. Est-ce qu'on est plus éveillés qu'eux? Ça, c'est quand même, il faut dire. Non, il faut quand même faire attention à ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on connaît beaucoup qu'on est plus éveillé? Je pense pas. Parce que parfois, être éveillé, ce n'est pas connaître des choses aussi. Ok. Tu vois. Mais on est plus intelligent qu'eux. Ça, je sais. On est vraiment plus intelligent parce qu'on a la capacité de connaître beaucoup de choses et la flexibilité d'être exposé à beaucoup plus de choses que... Parce que les Américains, ils sont vraiment perdus, hein. En dehors de l'Amérique et tout ça. Les Américains sont comme les Barcelonais, en fait. Les Barcelonais, en dehors de Barcelone, Messi et Argentine, ils connaissent rien au foot. Désolé pour le Barcelone. C'est ce que tu supportes Real. C'est un peu ça. Donc, mais c'est des bonnes guerres, hein. Ok. Mais Mais, tu parles beaucoup de l'écriture et tout. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre une fois? ouais, je pensais à le faire, mais j'attends juste le bon moment. Le bon moment. Mhm. Ok.
Ok. Je connais le titre, je sais ce que je vais écrire, mais j'ai juste l'impression que j'ai pas encore rencontré toutes les personnes qui doivent être dans les livres. Quand j'aurai l'impression que j'ai rencontré tout le monde, je vais le mettre dans les livres. Ok, tu sais quand tu vas te mettre à écrire. Mhm. Ok. Et en quoi qu'on comprend pour toi l'histoire de la géopolitique peut aider aujourd'hui? Winston Churchill a dit un peuple qui a oublié son passé est condamné à le revivre. Tu vois. Quand il y a des histoires comme ça qui arrivent, ça nous donne une boussole pour ne plus retomber dans les mêmes histoires. Là, on a parlé d'Hitler et tout le monde et tout ça, Milosevic. On peut même aller ici en Afrique. Si on parle de Libye, tout le monde connaît l'histoire de Libye. On peut parler de quelqu'un comme Sam Nujoma. C'est le premier président de la Namibie. Le gars, il a dirigé 15 ans son pays sans aucune dette de la Banque mondiale ni de l'FMI. Oh, c'est quoi son nom? Sam Nujoma. Sam Muchoma. Sam Nujoma. Ok. Nujoma. Yeah. Mhm. C'est le premier président de la Namibie. Il a dirigé son pays sans aucune dette de la Banque mondiale ni de la FMI. Il a vraiment créé des avancées positives par rapport à ça. Les gens aussi disent ouais, c'est normal parce qu'il avait peut-être 3 millions d'habitants et que c'était pas facile. Mais il faut pas qu'ils oublient qu'il a trouvé un pays avec 95% de la population qui était marginalisée, qui Les n'était pas marginaux. éduquée. T'as 90% des terres qui étaient là-bas, qui étaient déjà saisies par les gens qui étaient là devant. Mais ça l'a pas empêché de faire des choses comme il devait faire. Si on peut regarder l'histoire de la Namibie, ils sont quand même, tu vois, ils sont Oui, pas, tu vois, oui, je devant, vois, je vois. on peut se dire, ok, ça va. Et ils ont réussi à le faire. Pourquoi on peut pas le faire? Est-ce que tu t'es déjà vu dans la politique? Moi, oui. Président de la République. Président de la République? Hmm? Voilà. Est-ce que tu as déjà aligné tout ce qu'il faut pour y arriver? Regarde comme je parle. Voilà. Regarde comment je parle. Regarde la rage que j'ai par rapport au Congo. Donc, je me vois président de la République, mais je ne sais pas si je suis appelé à ça. Parce que parfois, tu peux réussir dans quelque part où Dieu t'a pas appelé. Pourtant, c'est l'échec. L'échec aussi ressemble à ça. Réussir quelque part où Dieu t'a pas appelé. Est-ce que c'est peut-être... parce que c'est vrai, des fois, on a envie de faire quelque chose, on le fait, mais on réussit, tu vois. Mhm. Mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Ouais, c'est ce que je dis. Parfois, l'échec ressemble au fait d'être quelque part où tu réussis, mais Dieu t'a pas appelé. Tu es là, tu crois que, mais non. À la fin de la journée, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que moi, en politique, ouais, je profite de l'occasion pour dire de libérer Nathanaël Onokamba. Parce qu'on l'a arrêté. Il faut qu'on le libère. Ok. Et à 32 ans, qu'est-ce que tu estimes devoir absolument transmettre avant de parler de succès personnel? Le don des relations, Le don des relations. d'entraîner des bonnes relations et être une bonne relation pour les gens. Chaque chose que toi ou moi cherchons ici, c'est dans les mains de quelqu'un. Il suffit juste d'aller prendre. Mais quelqu'un peut pas t'ouvrir la main si quelqu'un ne te fait pas confiance, ne t'aime pas. Chaque personne qui t'ouvre la main pour te donner quelque chose, ça veut dire il y a qu'un lien qui vous lie. Que ce soit dans le business, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour. Ce que j'ai dit aux gens, c'est d'avoir le don de relation. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, bien sûr. C'est aussi grâce à Dieu à travers les gens. J'ai rencontré des gens de toutes sortes, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas de l'argent, des gens qui sont moyens. Mais tout le monde avait quelque chose à me donner. Mais s'ils me l'ont donné, c'est parce que j'ai été aussi bon envers eux. J'essaie d'entretenir les bonnes relations. Comment tu fais? Être quelqu'un de bien. C'est être gentil. Ça coûte zéro, tu vois. Ça coûte zéro de dire bonjour. Ça coûte zéro de dire, ah, t'as une belle montre. T'as une belle montre. Les gens sont pas habitués à ces petites choses et tout ça. Tu peux captiver l'attention de quelqu'un juste en étant quelqu'un de différent, de faire choses différentes. Même des compliments. Bonjour, ouvrir la portière à quelqu'un. Être disposé pour faire des services pour les gens. J'ai pas besoin de te connaître pour t'aider. Si t'as besoin de quelque chose et que je pense que je peux le faire, je pense que tu me donnes. Tout ce que je peux dire, j'insiste sur ça. Même quand j'écris sur mes histoires sur Instagram, j'insiste sur les relations. Je te dis, Dieu ne va jamais descendre, tu vois. Jamais pour nous et tout ça. Il passe par les hommes. Les ministères des hommes, c'est que les gens spirituels disent les ministères des hommes. Moi, j'ai dit, c'est le don des bonnes relations. On me refuse pas des choses, tu sais. Ok. Je te promets.
C'est difficile de me dire non. Ok. Comment t'as su ou comment t'as eu arrivé à ce point-là où les gens n'arrivent pas à te dire non? J'étais une bonne personne envers eux. Sans, sans arrière-pensée, sans à chercher quelque chose en retour. Sincèrement. Aujourd'hui, si j'ai un problème, je peux appeler quelqu'un, je sais que quelqu'un va venir. On peut être coincé quelque part, je sais, ah, si j'appelle cette personne, elle viendra. Tu vois. Et comme quand on a commencé au début, j'ai bien dit qu'on te connaît comme étant une personne très positive. Comment rester positif tout le temps? Tout le temps. Oui, Nous allons tous mourir. ça c'est vrai. C'est une certitude. Oui. Si tu sais que tu vas mourir un jour, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi être négatif? Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Moi, le fait juste de savoir que je vais mourir un jour, cela me permet de ne pas faire du mal aux gens, de ne pas, ah non, de me plaindre sur beaucoup de choses. Jamais. C'est ce qui me maintient. Le fait de savoir, comme on dit, momento mori. Le fait de savoir qu'il y a un jour, je vais mourir. Cette vie, si on nous a donnée pour la vivre et être heureux. Les problèmes qui arrivent, ce sont des problèmes comme des tremplins qui nous poussent justement vers l'objectif de la vie que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi je veux être triste? Pourquoi je me plains? Même si je mange pas aujourd'hui, je vais pas mourir. Moi, la question qui me revient, c'est comment être cette personne-là? Parce que c'est vrai qu'on peut pouvoir passer par beaucoup de choses, mais il y a eu une transformation peut-être quelque part dans ta vie. Et c'était à quel moment cette transformation-là où tu t'es dit que non, je vais faire du bien aux gens, Mhm. je vais, je sais qu'un jour je vais passer par mourir et je dois pas m'inquiéter des choses. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de signes. 2012, je me réveille un jour, j'ai dit j'arrête de boire l'alcool. Comme ça, hein. Parce que on était vraiment Ok. dans les bouteilles, quoi, à l'époque. Mais un jour, je me réveille et j'ai dit je veux pas boire, je veux plus boire l'alcool. Pourquoi? Parce que je me suis dit, quand je bois trop d'alcool, ma vision n'est pas claire des choses que je veux. Si je peux juste sacrifier cette histoire pour permettre à ce que des choses soient claires dans ce que je suis en train de devenir, pourquoi pas? Il y a eu des signes, le fait d'arrêter de faire certaines choses naturellement. C'est comme si tu sentais que il y a une force divine qui t'appelait à des choses, à beaucoup plus de responsabilités. Tu perds les parents, etc. Tu te dis, tiens, c'est comme ça que ça se passe alors. Donc ça veut dire il y a des gens qui souffrent vraiment de ça. Encore heureux, nous avons eu des gens qui nous ont un peu aidés, etc. Mais il y a des gens qui perdent des parents qui n'ont personne pour les aider. Quand tu te mets dans leur peau, après avoir souffert, tu te dis, mais il y a des gens qui souffrent. Peut-être eux, ils ont personne. Moi, je me mets, je me porte garant pour être un pont vers lequel Dieu va passer pour les aider. Je peux pas finir tous les problèmes. Je n'ai pas les moyens de finir tous les problèmes. Ce que je peux faire, je vais le faire. Ce que je peux pas le faire, je vais pas le faire. Et au moment où tu as parlé de la relation avec Dieu, on est presque à la fin, on va finir. Mhm. Euh, comment est-ce que, parce que à un moment on s'éloigne des gens, parce que tu as choisi de suivre la voie du Seigneur et on s'éloigne des gens et les gens c'est ah non toi tu es devenu différent, tu commences à changer, tu fais plus ça, tu fais plus ça. Comment est-ce que tu es passé, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'ai trouvé des fous, hein, des amis vraiment fous, hein. En tout cas, ça, c'est les dons de Dieu, hein. Mon changement n'a pas affecté nos relations. OK. Ils ont compris que c'était une autre phase de ma vie. En fait, j'ai mis les choses claires. J'ai communiqué. J'ai dit, les gars, moi, ce n'est plus ça, 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 ça. Si vous voulez qu'on reste amis, tout le monde doit respecter les décisions de l'autre. Ils ont respecté jusque-là. J'ai pas eu des... Non, toi, mais on se dit la vérité. J'ai eu aussi des gens qui m'ont fouillé parce qu'ils savaient que, ah, le gars ici, s'il est ici, il va nous essayer de nous voir. Mais à la fin, on s'est mis d'accord sur quelque chose. Tu respectes ta vie, je respecte ma vie, mais si je vous vois aller, j'ai le droit de vous dire parce qu'on est amis. Si vous me voyez aussi, vous avez le droit de me dire. C'est pas parce que vous ne buvez pas l'alcool ou que je bois l'alcool, je suis mieux que vous et tout ça. Non. Tu veux prendre l'alcool, mais tu me vois faire des mauvaises choses. God, tu peux me dire, tu vois. Donc, mon changement, il a été très radical, mais il a été bien euh, accueilli par les gens qui sont autour de moi. Je n'ai jamais eu des problèmes de on te fuit, toi tu es comme ça, etc. Et aussi, j'ai été clair par rapport à mon changement et comment je devais le faire. Donc.
OK. C'est une grâce aussi d'avoir des gens comme ça autour de toi qui t'encouragent dans des bonnes décisions. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens n'ont pas d'amis qui les encouragent dans les bonnes décisions. Quand tu prends une bonne décision, les gens te fient, ils te jugent et tout ça. Ils m'ont jamais jugé. Ils ont respecté ma décision et ils m'ont même encouragé. Je me rappelle un jour, on était à une fête avec des Arabes. Les Arabes faisaient des tournées d'alcool pour boire, etc. Et un gars a voulu me faire boire de l'alcool. Moi, j'ai dit non, je bois pas d'alcool. Il m'a forcé. L'autre gars qui était un ami a voulu les taper. Mais il a dit, il boit jamais de l'alcool. Il t'a dit qu'il boit jamais de l'alcool. Et tu vois qu'il y a des amis qui te défendent pour respecter tes principes. Moi, c'est une grâce que j'ai eue. C'est pourquoi moi, avec mes potes, faut pas le toucher. On est vraiment bien. OK. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. C'est vrai, je te promets. Être entouré des bonnes personnes et des bons Très amis. bonnes personnes qui t'accompagnent, qui te soutiennent et qui sont avec toi dans les décisions, qui peuvent même essayer de faire bouger les choses entre vous, mais ils sont là. Est-ce que tu as déjà rechuté? Jamais, Jamais. jamais, OK. jamais. Si maintenant tu as 60 secondes Mhm. pour dire quelque chose à quelqu'un qui peut justement changer sa perception ou sa vie, qu'est-ce que tu diras? 60 secondes. Oui. 60 secondes, c'est trop. Je lui dirais, pour moi, il n'y a pas une vie en dehors, il n'y a pas une vie épanouie en dehors de Jésus. C'est la première chose que je lui dirais. Je lui dirais de chercher à se découvrir et à s'aimer. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu vas pas aimer les autres et ce sera difficile les autres de t'aimer, de te comprendre. Je dirais, il y a beaucoup plus de choses à découvrir. Que ce monde, comme on l'a créé, on nous a imposé, on nous a mis des limites. Et qu'il y a en dehors des limites, il y a beaucoup de choses à vivre. Il faut chercher. Il faut aller chercher là où les gens ne veulent pas aller chercher. Il faut s'informer, il faut s'armer des connaissances. Il faut, il faut tout trouver. Il faut poser des questions. Il faut questionner tout ce que tu trouves. Quand quelqu'un vient te dire un truc, tu questionnes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce n'est pas? Pourquoi l'éléphant est comme ça? Pourquoi la couleur rouge? Pourquoi on a donné à l'arbre la couleur verte? Pourquoi toutes ces histoires-là? Quand tu te questionnes, le processus du questionnement t'ouvre beaucoup de possibilités à aller plus et à chercher plus. Mais il faut faire attention. Faut faire attention. C'est en cherchant plus aussi qu'on se perd. Il faut faire attention. Il faut faire l'équilibre des choses. Tu sais ce qu'il faut toucher, ce qu'il faut pas toucher. Non, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Et ma dernière question, l'ultime question est celle-ci. Qui aimerais-tu voir dans cette chaise? Ici, Oui, Andy Ngele. Andy Ngele. Je vais voir Andy Ngele, ouais. C'est un ami à moi, il est très fort. Il est très fort. Lui, il est entrepreneur et tout ça. OK. Il est à Lubumbashi? Il est arrivé aujourd'hui à Lubumbashi. OK. Ça va. Merci beaucoup, Tite. Ouais, et j'aimerais aussi profiter pour dire, si vous cherchez des livres, j'ai une page où il y a tous les livres. Vous pouvez essayer de voir. Pour tous les livres que vous cherchez, moi, je peux faire des locations gratuites, il n'y a pas de problème. Mon but, c'est juste que les gens découvrent d'autres réalités différentes de ce qu'ils pensent que c'est la réalité de la vie. Donc, j'ai une page sur Instagram, si vous voulez, vous pouvez aller choisir les livres dessus. Vous pouvez m'écrire sur mon Instagram pour avoir les livres, donc moi, je suis là. OK. Et c'est n'importe quel livre? N'importe. Si je l'ai, là, mon objectif, c'est d'atteindre 1000 livres. OK. Je suis à 794. Et un projet, c'est d'ouvrir la première bibliothèque à Lubumbashi qui appartient à un jeune. On va le faire cette année. Avant la fin de cette année, on va le faire. Donc, entre-temps, je peux pas garder les livres comme, voilà, je les garde. Si on les lit pas, pourquoi ils sont là? Donc, si vous avez besoin de livres, écrivez-moi. Je peux prêter. Si vous avez les mains propres, bien sûr. À vendre ou à... Non. À le faire louer. À faire louer. Mhm. OK. À faire, enfin, même pas à faire louer. Pour que les gens lisent. Frère, tu vois comment faire la bibliothèque. Oui. Tu pars, tu t'abonnes, t'as même pas d'argent. Tu lis seulement. J'aime juste voir les gens lire, etc. OK. Ça va. Voilà. Ça va. Merci.